Bonjour à tous, donc, je suis Caroline Duré, je suis directrice exécutive adjointe chez Prisma Media, donc, en charge de la partie business. Et j'ai la chance d'être entourée par des intervenants remarquables et qui représentent parfaitement le duo qui m'est cher, enfin même le combo qui m'est cher entre agence, annonceur et éditeur. Donc Benjamin Dandina qui est Head of PR, Influence et Social Media, Jérôme Badi qui est directeur contenu et engagement de l'agence Values et Fabien Lesage qui est directeur des contenus grand public chez Prisma et responsable édito chez Néon. Peut-être pu mettre ça, ça aurait été plus simple. Donc... Donc... la photo représente la réalité. La vraie, ouais. In real life. Donc, avant de commencer, on m'a demandé aussi de faire un petit laïus aussi sur le brand content et puis surtout de vous expliquer aussi ce qui est Prisma Media. Donc, je ne vais pas vous inonder de chiffres. Au-delà d'être le premier groupe média en France, donc print et digital, avec plus de 40 marques médias. Attendez, je vais même faire ça, ça ira plus vite. Avec plus de 40 marques médias, 40 millions de personnes qui nous suivent chaque mois et 51 millions de followers. Donc c'est vraiment un énorme groupe média. Je voulais revenir juste à la genèse donc, de notre métier, donc l'historique de notre métier. Donc nous sommes des producteurs et des diffuseurs de contenu. Donc c'est important parce que nous, on va pêcher là où sont les poissons. On n'est pas un groupe de presse ou un groupe digital ou un groupe social. On va vraiment partout, que ce soit du print, du digital, du social, de l'audio. On va parler aux gens là où ils sont. Et c'est pour ça que nous, on produit du contenu. Et on a cette capacité de résonance vraiment qui est ultra large. Et donc, nous, notre force, c'est qu'on parle à des gens, justement. On ne parle pas à des utilisateurs, on parle à des communautés, donc plus qu'à des audiences abstraites. Et on a pour mission d'informer, de divertir, d'inspirer et de rassembler ces communautés, que ce soit autour de l'économie, avec Capital, du luxe, avec Harper's Bazaar, que vous devez connaître aussi, qui est une marque internationale, de la pop culture avec Télé Loisirs, des femmes engagées avec Simone, de la communauté LGBTQIA+, avec Néon, des gourmets avec Cuisine AZ ou Cuisine Actuelle. Bref, c'est 40 marques médias qui sont représentées chez nous. Et en parlant de communauté, justement, et je pense qu'on est très nombreux dans celle-ci, je parle bien sûr des binge-watchers du dimanche et des fans de prime time et de grand écran. Si je vous disais que Télé Loisirs représentait 20 millions de visiteurs uniques tous les mois, vous me diriez, et ça n'a pas loupé, j'ai fait l'exercice encore à midi, mais qui regarde encore la télévision ? En fait, la question, elle n'est pas tant dans qui regarde la télévision, parce que tout le monde regarde son écran de télé. La question est qui aide les Français aujourd'hui à naviguer et à trouver le bon programme qui lui correspond. Et donc, qui l'aide qui aide les Français à trouver des informations sur les séries, le streaming, les programmes télé. C'est énorme, en fait, comme volume de visiteurs uniques tous les mois. Je ne vous parle même pas de la partie print. Et en brand content, comment ça se traduit ? Ça se traduit justement par toutes ces marques captives, donc qui viennent chercher des audiences qui sont en quête de nouveaux programmes. Donc on va se parler évidemment de Disney, de Netflix, d'Amazon Prime, de Canal, etc. Et sur le hors captif, et Benjamin connaît bien le sujet en ce moment, sont tous les gens qu'on retrouve, qui sont des millions de téléspectateurs qui regardent les grands carrefours d'audience sur la télévision. Donc ça va être l'Eurovision, ça va être Miss France, ça va être le Tour de France. Toutes ces émissions sont des énormes carrefours d'audience. Donc nous, justement, notre job, c'est cette association entre le contexte, la puissance, le contenu, et d'aller mettre ça au service de la marque. Donc je pense que le premier constat qu'on peut faire tous ensemble, c'est qu'on n'est plus dans un monde de médias descendants qui imposent, on est dans un monde de services éditoriaux intelligents, justement, qui s'adaptent aux cultures et aux usages du monde dans lequel on vit. Et on s'en parlera juste après avec un cas. Le second constat qu'on peut se faire, c'est quand même un sacré paradoxe dans lequel on évolue aujourd'hui, parce que les moyens de communication n'ont jamais été aussi nombreux et pourtant, il n'a jamais été aussi difficile d'émerger dans cet écosystème-là. Donc, il y a un déferlement d'images, de vidéos, de mots auxquels on est confronté toute la journée. Donc, si on est tous d'accord, je pense qu'on sera tous d'accord sur ce sujet, le sujet principal, quelque part, c'est l'attention. L'attention, c'est devenu une denrée rare. Et si on est honnête, justement, capter l'attention du public, ça ne suffit plus aujourd'hui, surtout avec des contenus qui sont certifiés. Excuse-moi, merci. Donc, il faut susciter la confiance. Je vais aller un peu là-dessus aussi. Boum, ça, je vous l'enlève. Donc, c'est important parce qu'il faut d'abord susciter la confiance, l'émotion et l'adhésion auprès du public, auprès de l'audience, notamment pour des opérations de brand content.
Et c'est là justement que ce fameux brand content prend tout son sens, et pas de manière isolée. Il y a le savoir-faire que les marques ont, bien sûr, créer du contenu, ça c'est OK. Et puis après, il y a le faire savoir, et c'est pour ça que là, il faut vraiment trouver le bon vecteur, le bon canal, le bon relais pour amplifier tous ces contenus. Et c'est précisément là, justement, que les marques médias, elles entrent en jeu, au-delà des campagnes de pub qu'on peut faire, donc campagnes de pub traditionnelles, où les marques médias viennent s'associer à la caution de la marque, à la data, à la puissance, certes, mais là on est vraiment dans un message très descendant, c'est de la pub, je viens vous exposer mon produit. Mais alors justement, vous me direz, pourquoi est-ce qu'une marque média elle a intérêt à faire du brand content? Qu'est-ce qu'elle en retire? Est-ce qu'une banque seule, elle ne peut pas faire son propre brand content? Est-ce qu'un constructeur automobile, une marque d'hygiène, ne peut pas créer son propre contenu lui-même? Si, bien sûr, on peut le faire. Est-ce que ça génère de l'émotion? Est-ce que ça génère de l'attention? Est-ce que ça génère de la confiance et de l'adhésion? C'est un peu moins sûr. Donc, on le sait, quand on reçoit, et vous le voyez sur les réseaux sociaux, vous recevez ce message qui arrive d'une marque, on se dit, bon, ok, super, une banque, super, une marque d'hygiène, etc., on passe. Donc, il n'y a pas cette appropriation, justement, à la marque média. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on nous interroge de plus en plus sur notre capacité à aller utiliser la marque émettrice, les marques médias émettrices, pour aller porter un contenu de marque, ce qu'on appelle du social publishing. Donc, on va utiliser ce vecteur, cette marque émettrice, pour porter un contenu en social. Le média, en fait, c'est pas qu'un canal, c'est un univers de référence. Et ça, c'est vraiment important, c'est un repère culturel. C'est une voix qui est légitime. En fait, je pourrais tenir exactement ce même discours avec un influenceur. Un influenceur est une marque média. Une marque média est un créateur de contenu également. Et justement, ces médias-là, que ce soit des influenceurs ou des marques médias comme nous, on connaît nos audiences, on connaît les attentes de ces audiences, ses codes, ses émotions. Et c'est ça qui est justement très très fort, c'est qu'il est capable, ce média, de traduire le message de la marque en un récit qui résonne auprès de son audience, auprès de sa communauté. Avec justement sa propre grammaire, sa propre façon d'écrire, et surtout qui crée et qui inspire de la confiance. Donc s'appuyer sur un média, on va reparler avec Benjamin, sur Velux, c'est bénéficier d'un transfert de valeur qui est très fort, donc, qui associe naturellement la marque aux médias, donc exigence, proximité et confiance, et expertise, et c'est souvent et surtout une délégation de parole. Le message, il est plus auto-centré, mais il est porté par un tiers, une voix qui est crédible, complice de la marque. Donc justement, quand Bosch ou L'Oréal viennent chez nous parler et s'associer à la marque Femme Actuelle, au-delà de ces 14 millions de visiteurs uniques, Bosch et L'Oréal viennent chercher cette caution de marque, ils viennent chercher cette crédibilité, ils viennent rencontrer l'audience de Femme Actuelle, ils viennent bénéficier en fait de son savoir-faire et surtout de sa ligne éditoriale qui est caution. Donc ce que les marques viennent chercher également donc, en faisant du brand content et en s'associant à des marques médias, et surtout dans un monde qui est aussi fragmenté et bruyant que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est sa capacité à être un observateur de tendance. Et ça, je pense que Fabien nous le racontera aussi tout à l'heure avec Néon. C'est vraiment un allié stratégique qui est capable de proposer des narrations qui sont ancrées dans les cultures, dans les rituels de consommation. Par exemple, l'éducation financière, c'est un vrai sujet sur les jeunes et sur les femmes. Et c'est un sujet que Capital s'est complètement approprié, capté grâce à des signaux faibles, ce sujet-là, ce sujet encore une fois de formation et d'éducation des jeunes et des femmes. Et donc, il a créé ce contenu-là. On a reparlé, on a débunké des idées reçues, on a créé ce contenu. Et c'est là que les marques de banque, finance, assurance sont venues se greffer en fait à ce contenu. Donc, soit on part d'une demande de la marque, et on traduit ça donc, avec le média, soit on part d'une tendance et d'un fait de société et on le projette dans l'édito. Promis, j'ai presque fini. En somme, donc, le bon partenariat, il ne se contente pas juste de diffuser un message, il lui donne un sens. Et donc ça, c'est vraiment et un contexte et une portée. Et surtout, et ça c'était important, il transforme la communication en vraie conversation avec sa communauté. On rentre dans la communauté et on rentre en conversation avec elle. La marque, elle devient un acteur culturel, elle porte un message et elle porte un symbole. Et le contenu devient un lien émotionnel. Donc voilà, donc les marques, en fait, ce qu'elles veulent, c'est rechercher la meilleure version d'elles-mêmes. Et pour ça, elles s'appuient évidemment sur le contenu des marques médias, enfin des médias en eux-mêmes. Et c'est ce qu'on appelle vraiment le cultural branding. Donc justement, pour parler de ce transfert de valeur et de délégation de messages, du passage de la communication en conversation et de la marque en acteur culturel, et mettre cette théorie en mouvement. Donc je me tourne vers Fabien et Benjamin qui vont nous parler de la genèse du produit, enfin du projet entre Néon et Velux.
Et Fabien, je vais te laisser donc présenter ton invité. Mais avant ça, donc pour ceux qui ne te connaissent pas et qui ne connaissent pas Néon, qui n'ont pas la chance de connaître ce média fantastique, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais ? Absolument. Alors moi, je suis Fabien Lesage, donc je suis responsable éditorial de Néon Média depuis 1 an et demi maintenant. Donc Néon, c'est une marque média qui existe depuis 2011, qui a été un magazine papier pour les trentenaires, un peu décomplexé, qui a été également sur le digital et qui, il y a quelques années, faisait plus exactement les chiffres attendus. Et donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas reprendre cette marque et en faire autre chose. Donc, avec un changement de ligne éditoriale, avec un coming out qu'on a fait le 3 février en se disant, on va se diriger vers des communautés LGBTQIA+, et leur parler en direct. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec Benjamin, ici présent, qui travaille chez Velux. Bonjour, je suis DIRCOM offline chez Velux, effectivement. Notre année de travail s'est basée sur un principe simple, c'est qu'en fait, nous, on a changé de positionnement. Et en changeant de positionnement, on est passé d'une marque B2B à une marque B2C. Et en plus de passer vers une marque B2C, on a aussi commencé à vouloir communiquer vers les communautés, là où on était absolument pas du tout excellent. L'opposé, même. On était très nuls. Et pour légitimer le message, on a cherché des partenaires. Et pour le coup, quand il s'agit de parler de communauté LGBTQIA+, on s'est tourné vers Néon. Et l'objectif était non pas de parler et de supporter une communauté sans raison, mais de travailler avec Néon pour justement créer une histoire, puisqu'on a transformé l'espace de quelqu'un, qui est le message de notre marque. On transforme les espaces grâce à l'apport de lumière et d'air frais pour le bien-être des gens et de la planète. Ça, c'est la vraie phrase marketing, mais la phrase un chouïa plus courte, c'est qu'on transforme les espaces. Et transformer les espaces de quelqu'un, ça a tout un sens, parce que ça parle c'est pour son bien-être, c'est pour son bien-être mental, c'est pour son bien-être personnel, pour qu'il puisse vivre et être bien chez soi. Et je refuse réellement de faire du communautarisme pour du communautarisme. Je suis gay et pour autant c'est justement peut-être pour ça que je refuse qu'on fasse des messages vers cette communauté qui soient sans but et sans fondement. Du coup, sur ce principe-là, qui m'est cher, on a commencé à travailler avec Fabien pour créer une série d'épisodes Instagram pour transformer l'espace en 4 épisodes, si je me souviens bien. Absolument. De Mickaël, qui est aussi drag queen et qui fait partie donc de cette communauté LGBTQIA+, et qui donnait du sens au message que je voulais faire passer, c'est-à-dire qu'on est là pour supporter cette communauté, soutenir cette communauté, mais avec du fond, et le fond a été décidé par la créativité de Fabien. C'est vrai qu'on a écrit, en fait, c'est ça qui est intéressant, on a écrit une jolie histoire en brain content, en 4 épisodes, qui était en gros du Valérie Damido, mais pour les queers, quoi. On refait un espace de chez quelqu'un, mais ça avait un sens, comme disait Ben, parce que cette personne, c'est une personne en précarité, parce que artiste, donc du coup, qui n'avait pas de chez lui qui est locataire, qui n'a pas d'espace pour refaire ses perruques, ce genre de choses. Et nous, on est arrivé avec un discours qui était on transforme votre espace, donc c'est exactement le message que voulait porter Ben. Par ailleurs, on a écrit une belle histoire tout court. Et ça a marché parce que quand on disait tout à l'heure qu'en fait il faut que le brain content il soit fait de manière intelligente et que les gens aient envie de le regarder sans qu'il y ait la marque derrière, en fait les gens ils étaient comme des dingues à essayer de savoir qu'est-ce qu'il y aurait la semaine prochaine sur l'épisode suivant. Et c'est là où ça devient une belle opération de brain content parce que finalement Ben a passé son message, nous on a écrit une très belle histoire et finalement quelqu'un derrière est très content parce qu'il a un appartement tout neuf. Après pour le coup chaque marque décide de communiquer vers les communautés de leur façon. Donc, ils peuvent créer un logo, ce qu'on a fait, ils peuvent faire des donations, ils peuvent faire tout un tas de choses. Et chaque marque choisit, encore une fois, de soutenir ces communautés de la façon dont ils le veulent. Pour le coup, notre objectif chez nous, que ce soit pour n'importe quelle communauté, sera toujours d'être en partenariat avec un média qui lui est légitime sur cette communauté-là. On ne l'est pas, je vends des fenêtres, j'ai aucune raison de parler spécifiquement de coming out, de transsexualité, aucun rapport. En revanche, je peux pas faire comme si c'était pas un sujet de communication qui peut être
bien amené, bien ficelé. Et une fois que ça l'est créativement bien amené, bien ficelé, ça peut donner de très beaux résultats. Donc on a fait cette série de transformation d'espace et on a aussi créé Réveil, qui est plus éphémère, mais qui en tout cas met en avant la communauté de façon, là pour le coup, même plus impactante que la série, puisqu'on a travaillé avec Super Zero. Est-ce que ça marche ou pas? Ça marche? Oui, ça marche. Ok, très bien. Et du coup, encore une fois, Super Zero, exactement, merci, qui est lui, c'est un triptyque en fait, c'est un plan à 3 hyper sympa, c'est de prendre un influenceur, non mais si, il faut le voir comme un truc un peu sympa, c'est travailler avec un influenceur qui, lui, pour le coup, est déjà hyper puissant sur les réseaux, c'est travailler avec un média qui a un ADN et qui, pour le coup, est légitime sur son segment et sur son sujet. Et nous, qui avons des désirs de communication assez forts et qui mettons les moyens pour faire ça. Donc une fois que tu as ces 3 partenariats, ces 3 partenaires, il faut juste s'amuser. Et là, pour le coup, une fois que la mayonnaise est prise, il faut sortir de cette galère dans laquelle je me suis mise. Donc, ta phrase à rallonge. J'en supplie. Parce que là, on peut dire que tant qu'on reste dans la ligne édito de chacune des marques, on est plutôt pas mal. Oui, exactement. Et même, on a fait ça aussi avec Femme Actuelle, parce qu'on parle de Néon, mais je voudrais juste faire une parenthèse sur Femme Actuelle, parce que cette idée de créer du contenu, de brand content, que vous appelez, avec une marque et un média, on l'a fait avec Femme Actuelle dans la déco. Plusieurs fois, ouais. Plusieurs fois. En fait, je suis pas aux médias. Donc je claque pas d'argent aux médias, malheureusement, je suis navré, mais moi je parle aux journalistes, je parle à Fabien qui est DA, j'ai pas de pocket média. En revanche, j'ai une pocket qui me permet de créer du contenu. Je vais pas aller créer du contenu qui a zéro utilité et qui va être vu sur mes réseaux, peut-être par un tiers de mes followers, parce que c'est l'algorithme, plutôt que justement travailler avec un média qui lui est légitime en respectant son ADN. Si on vient pour travailler avec un média, c'est pas pour lui dire alors il faut que tu mettes Velux toutes les 2 phrases, il faut que l'angle de la photo soit comme ça, il faut que ça soit comme ça, avec des guidelines de fou, c'est pas possible. Si on est une marque, qu'on a un peu d'argent, et je vous assure c'est plus rentable, du côté marque en tout cas, de faire un contenu éditorial qui soit hyper chiadé, parce que la marque est hyper contente de pouvoir faire un shooting comme ils le veulent, d'avoir un nombre de pages entre 2 et 6 ou 8 pour certains pays, parce qu'on fait ça sur d'autres pays, avec un contenu qui est dédié et pour eux et pour nous. Le média, il est hyper content, ils font ce qu'ils veulent. Non mais c'est vrai, ils font ce qu'ils veulent, ils vont shooter dans des belles maisons, dans des beaux endroits, on construit un angle qui est hyper sympa. Et pour le coup, en travaillant avec la déco, on a fait plusieurs séries. En travaillant avec la mode, on a fait plusieurs séries. Et à chaque fois, moi, je m'y retrouve parce qu'on voit mes produits. J'ai la chance de travailler pour une marque dont le nom est synonyme au produit. Donc je m'en fous en fait d'être cité ou pas cité. À partir du moment où on voit une fenêtre sur un toit, tout le monde sait que c'est Velux. Donc autant de vous dire que pour le coup, la finalité, c'est que autant qu'ils s'amusent et que moi, pour le coup, j'ai du contenu qui soit hyper sympa. Du boulot qui est super. Bah, je sais pas, mais c'était pour vous donner un peu d'exemple, quoi. Donc, on est arrivé avec Fabien sur Néon. Exactement. Est-ce que ça vous dit de voir les vidéos alors, on n'a pas les 4 parce que ça va prendre un petit peu de temps. On va montrer le premier épisode, c'est ça? Oui, toi? T'es prêt pour le grand jour? Je suis hyper prêt, j'ai trop hâte. À tout de suite, let's go! À tout de suite. Ça fait maintenant 3 épisodes que vous suivez. C'est pas le premier, c'est le dernier. Allô, Mickaël, ça va? Oui, toi? T'es prêt pour le grand... C'était mieux avant. Oui, toi? T'es prêt pour le grand jour? Je suis hyper prêt, j'ai trop hâte. À tout de suite, let's go! À tout de suite. Ça fait maintenant 3 épisodes que vous suivez les aventures de Mickaël.
Cette nouvelle Safe Place concoctée par Clara, notre experte décoratrice. Allez, fin de la bof, on veut tous et toutes voir cette partie. 1, 2, 3. Oh, putain. Oh la vache. C'est sublime. C'est sublime. J'ai dit ça, ça va bien, mais là, c'est une espérance en tête. C'est trop bien. C'est trop chouette. Ah, c'est trop chouette. C'est trop beau. Comme tu as pu le remarquer, on a installé 2 fenêtres de Velux pour apporter 2 pieds de lumière dans ton appartement, et notamment sur ta table de travail, on va dire c'est ton art. Beaucoup de logements, je pense que tu en avais besoin de plus. Ouais. Parler, donc un petit espace ici pour recevoir et dîner, lequel ça va aussi transformer ton espace, c'est grâce à des coussins chaînes. Ils ont tout surpris sur ça dans la cuisine. Ça a juste un petit four bien plus sympa que celui que nous avions avant, et ici ouvert et éteint. Bon, bah, j'ai plus qu'à remonter du coup mes affaires de la cave dans les placards et à réaménager. C'est génial, c'est incroyable. Merci Clara, merci Néo, merci Direction Friends. Ouais, c'est très important. Ok. Ouais. Non, mais en fait, on transforme pas les espaces tout seul. Je sais pas si vous en ajoutant une fenêtre, ça vous transforme l'espace. En fait, c'est pas vrai. On transforme l'espace avec nos potes quand on change en fait la peinture, les meubles et tout un tas de choses dans votre pièce. Il faut être réaliste. Et donc, pour le coup, on a créé il y a 2 ans et demi maintenant un concept qui s'appelle Velux & Friends, parce qu'en changeant de catégorie, en passant de B2B à B2C, on a changé aussi de catégorie. Pour vous faire juste l'historique rapidement, sans tomber dans une conférence Velux. Bref, on était dans la catégorie de la fenêtre, on y reste, mais on est aussi dans la catégorie de la maison. Dans la catégorie de la maison, on est infiniment petit, d'où le fait qu'on veut récupérer des parts de marché. Make sense? Bon, je vois des visages... Ok, donc bon, make sense. Du coup, je me suis dit qu'à un moment donné, si on veut transformer un espace, on ajoute des fenêtres, hyper sympa, t'en as pour 25 ans, tu bouges pas. En revanche, si t'es dans ta cuisine, t'as besoin d'avoir un peu d'ustensiles, un grille-pain, un toaster, un machin, Smeg. Donc du coup, on a appelé Smeg, on a appelé La Redoute, on a appelé Faro & Ball. J'ai justement mes équipes qui sont là. Lou Cuenca qui s'occupe des partenariats chez moi, elle appelle des marques toutes les semaines, Best Mobilier, Ressources, on a Ikea, on a NV Gallery, toutes ces marques-là, on commence à signer des partenariats avec eux pour être sûr que sur nos prochains shootings, sur nos prochains événements, sur nos prochaines collabs avec des médias et sur tout un tas de prochains projets, ils soient là. Et comme ça, on raconte une réelle histoire. Et le consommateur pourra réellement dire oui, ils ont transformé l'espace. Pas seul, mais on fait rarement les choses seuls, puisqu'on les fait avec toi. J'ai une question, en fait, je ne devrais pas parce que je suis censé être là pour répondre aux tiennes. Moi, j'ai une question pour vous. Comment s'est passé votre prise de contact pour réussir à justement faire ce côté très éditorial là, qu'on a vu là, qui est hyper intéressant, qui est très infiltré et en même temps hyper légitime par rapport à la marque Néon? Comment justement on trouve ce que tu disais, on ne va pas donner des guidelines trop précises, etc. Justement, comment on trouve le bon chemin? Ça s'est fait pendant un déjeuner, comme souvent avec Benjamin. Et je lui ai dit, j'ai une idée super de format. Je lui ai expliqué le format, c'est du Valérie Damido queer, ça va être génial. Et il m'a dit, allez, banco, on y va. Voilà. Non mais parce que quand vous êtes une marque, ce qui est important, en plus des déjeuners, c'est effectivement la relation que vous avez avec les DA et les journalistes des magazines avec lesquels vous travaillez. Encore une fois, on n'est pas là pour changer leur ADN, on est là pour transmettre un message aux consommateurs qui soit pas perçu comme étant trop brandé, trop commercial. Pour ça, j'ai mes équipes médias, d'ailleurs, qui font un travail sensationnel en mettant des call to action et des swipe up et des machins et des pubs sur tous les réseaux. Et vous êtes agacés de nous voir. Bon, ça, c'est leur job. Le nôtre, c'est de faire en sorte qu'on donne une vision un peu plus
pour créer de l'inspiration chez les gens et qu'on soit là pour rendre le débat un peu plus fun. Donc bon. Plus éditorial, plus journalistique au final. Qui correspond à l'ADN des magazines avec lesquels on travaille. Mais qu'est-ce que vous faites, vous, du coup? Et juste avant... C'est pas si évident que ça. Tu dis, ça va de soi en fait de respecter l'ADN en fait des marques médias. Mais je te jure, c'est pas forcément le cas en fait. Dans la demande des marques, il y a un niveau de maturité qui est pas forcément celui-là. Et justement, là, vous avez peut-être assisté à d'autres conférences. C'est pas forcément mon cas, mais sur le brand content, on dit tellement de choses là-dedans. Espèce de grand panier avec plein d'acceptions possibles. Et bah, justement, les marques, elles arrivent parfois avec des desiderata extrêmement précis, alors que c'est justement pas ce que vous avez fait et qui, selon moi, en tout cas, fonctionne bien là. C'est justement de respecter. Comme une marque solution, en fait. Voilà. Tu apportes, t'es une solution en fait dans le contenu aujourd'hui. Après, il faut juste faire, comment dire, un espèce de pas l'un vers l'autre. En gros, bien évidemment, vous n'allez pas mettre mon logo en vert fluo. Ni dire Velux tout court, on dit une fenêtre Velux parce que c'est un nom commun et une marque aussi, donc on dit une fenêtre Velux. Mais cela étant dit, à part 2-3 guidelines qui sont par rapport à l'ADN pur de l'identité de la marque, j'ai zéro intérêt à donner plus que ça. C'est 3 phrases, peut-être 4 parce que le déjeuner était plus long, c'est tout. Encore une fois, est-ce qu'il y a dans l'audience des marques qui sont là aussi? Ah, alors, monsieur à la casquette. Bon. Mais c'est quoi ta marque? C'est quoi la marque que tu fais? Decathlon, bon. Ben voilà, Decathlon, ça fait la forme. Ouais, j'en ai fait des chaussettes, oui. On fait du merch aussi avec Fab. Regardez-moi ça. Tu vois, si à un moment donné, tu arrives avec le journaliste qui porte tes chaussettes ou ton merch, c'est bon, tu as fait ta journée. Non, mais tu vois. Non, mais du coup, chez Decathlon, vous choisissez. Enfin, j'imagine que le contenu que vous vouliez créer, qui est somme toute sympatoche, vous ne voulez pas qu'il soit. Enfin, vous êtes une marque reconnaissable. On n'a pas besoin de rappeler Decathlon. J'achète, achetez-moi, machin. Néon coûte cher. Je vais pas vous mentir, Néon ça coûte une tonne. Moi en même temps, il faut payer les liftings de toute l'équipe. Non, mais attendez. En vrai, demandez à votre DIRCOM de faire le comparatif avec leur DIR média. Vous allez voir qu'on s'y retrouve beaucoup plus, très honnêtement, sans cracher sur les médias, mais on s'y retrouve réellement. Au contraire. En faisant du brand content côté RP / content créateur et SOMI, enfin chez nous les réseaux sociaux, parce que pour le coup, ça a plus d'impact. En fait, c'est l'engagement qui a de l'importance. Le nombre de pubs que tu vois sur les réseaux sociaux, VS l'engagement, ça n'a pas de prix. J'ai pris trop le micro là. Non, c'était top et je pense aussi que, et c'est intéressant, mais après promis j'arrête et on passe à autre chose, mais c'est intéressant parce qu'à côté de ça, tu fais aussi plein de trucs qui sont complètement différents dans les types de sponsors que tu as, dont le Tour de France, puisque vous êtes partenaire du Tour de France. Ouais, je sais, mais on ne s'attend pas à voir Velux en tant que partenaire du Tour de France, donc c'est intéressant aussi de raconter comment tu intègres ce partenariat et qu'est-ce que ça t'apporte aussi. Ouais, merci pour la question. Oui, on est partenaire du Tour de France. C'est une bonne chose pour 3 ans. Ça se lance dans 1 mois, donc vous voyez certainement à ma tête défigurée que je commence à ne pas sortir et à ne pas dormir et que je ne ferai pas ça jusqu'au 3 août puisqu'on fait les 30 étapes, sinon c'est pas drôle. Donc on va le Tour de France c'est un peu particulier, c'est couvert par à peu près 600 médias mondiaux, donc ils ont pas forcément besoin on n'a pas forcément besoin d'autre chose. Pour le partenariat, nous on a choisi le level 2, ce qui fait qu'on sera sur le dos des cyclistes, juste au-dessus de leur postérieur, avec le logo partout. Donc ça va être sympa. Plus la fan zone, plus les caravanes, plus tout un tas de choses. Ça va être ça pendant effectivement 30 étapes et 3 ans. Je vous cache pas que c'est un peu de travail.
un peu d'emmerde aussi. Donc le Tour de France homme, on va le laisser couler parce que ça, ils ont la couverture qu'il faut. Il y a même Netflix qui fait un film, donc on va les laisser. Nous, on va s'amuser en invitant journalistes plus content créateurs sur sur 7 étapes. En revanche, Fabien ne le sait pas encore, mais on va certainement prendre Femmes Actuelles pour justement nous aider à soutenir le Tour de France Femmes, qui a été délaissé pendant de nombreuses années. Bon, l'histoire est un peu glauque, je vous éviterai de vous plomber l'ambiance. Ils sont revenus il y a 4 ans. Le Tour de France Femmes a maintenant de l'importance aux yeux des gens. Je pense que ce qui s'est passé les dernières années a aidé. Du coup, le Tour de France Femmes va être un peu plus mis en avant, mais nous, en tout cas, on va le jouer sur 3 étapes. Le début, Poitiers, pourquoi pas Poitiers, après tout, et la fin, à Châtel, où on invitera aussi des gens pour faire la teuf. Mais là, pour le coup, c'est toujours le même principe. En fait, chez nous, le principe est le même. On prend des gens pour vivre une expérience, et on a vu quand on a fait des événements, je dérive, hein, mais arrêtez-moi, parce que sinon je pourrais parler pendant des heures. Et en plus de ça, il reste 20 minutes. La barbe, t'as pas pris le micro du truc, je suis à bout. Bon, je vous la fais vite. Mais le Tour de France, encore une fois, c'est le même principe pour le brand content. C'est la même chose. On part sur le même concept, en tout cas chez moi. On prend un événement, on ne change pas l'ADN du truc. Donc si je vends des fenêtres, je vais pas aller raconter une histoire à la con qui n'est pas vraie. Je suis de l'indoor, alors que là, on fait un truc outdoor. Alors déjà, quand on a fait le lien, c'était un peu compliqué. Mais du coup, on s'entraîne à l'intérieur et on fait du sport extérieur. Voilà, entre autres. Et l'idée, c'est de raconter un message où on vit des expériences. Donc, nous, notre principe de communication, en tout cas quand il s'agit de travailler avec des influenceurs et ou un média, c'est de faire une journée de content création. Donc, on leur laisse 24 heures pour créer du contenu de la façon dont ils le souhaitent. Et ensuite, on vit un truc. Parce qu'en fait, le jour où on vit le truc, il y a 400 stories en plus. C'est bête, mais c'est ça, c'est la vie, c'est comme ça. La dernière fois, on les a emmenés à Chamonix faire du ski. Je n'ai pas grand intérêt comme marque à aller à Chamonix, et pourtant j'ai trouvé un chalet magnifique avec 90 fenêtres. C'était canon, et ensuite on est allé faire la teuf à la Folie Douce. Bon, et tu avais fait une maison d'horreur aussi à Halloween. Oui. Comme quoi on peut tout faire en fait. J'ai fait ça, Leroy Merlin, on s'est éclaté à faire. On a utilisé les allées du Leroy Merlin pour faire une allée, un parc d'attractions. Donc il devait aller dans tous les allées du Leroy Merlin pour aller faire de l'événementiel. Mais ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est l'expérience. Quand vous faites vivre quelque chose, que ce soit un journaliste ou à vos consommateurs via vos plateformes, là vous avez encore une fois ce qu'on recherche, c'est-à-dire l'engagement. Merci Benjamin. Donc Jérôme, tu es directeur des contenus et d'engagement chez Values Media, donc c'est une agence média. Ta mission est donc de développer des opérations spéciales, donc raison pour laquelle je t'ai demandé de venir intervenir aujourd'hui. La conception des partenariats aussi, la communication corporate de l'agence, ça rentre dans ton giron. Mais avant cela, je t'ai demandé d'intervenir parce que tu es journaliste. Tu es journaliste et tu étais journaliste indépendant sur les sujets lifestyle, culture, tourisme. Et tu es également à l'origine et au micro du podcast B2B VCast. Ça va, on s'ennuie pas? Les journées sont bien remplies? Non, ça va, on s'ennuie pas. Bon, je vais être moins amusant que toi, ça m'agace. Ouais, tu m'aideras, d'accord, ok, sans micro. Merci beaucoup pour l'invitation. Perso, je trouve que... Alors, c'est pas du tout mon client, malheureusement, mais ce qu'ils font chez Velux, j'ai déjà repéré ce que vous faisiez, je trouve ça hyper créatif et hyper inspirant, je pense que ça doit l'être pour vous aussi. Moi, j'étais journaliste pendant 15 ans, c'est pour ça que je suis un peu militant pour les marques médias, militant pour la presse. Alors, j'étais journaliste en presse écrite, et même en presse papier. Je ne sais pas si vous voyez ce monde. Alors j'ai fait aussi du digital, mais c'était comme je suis extrêmement vieux. Finalement, il y avait beaucoup de papier encore à l'époque. L'avantage de cette expérience, c'est que ça m'a permis de prendre conscience de la chance qu'on avait en France d'avoir un écosystème média, un écosystème de presse, on va dire presse au sens large, donc qui est du papier ou pas, qui soit encore puissant. Les chiffres de Prisma le montrent, et surtout de grande qualité.
C'est pas le cas dans tous les pays, hein, honnêtement. Et c'est notamment le cas parce qu'il y a encore des kiosques dans la rue, même si on vend plus beaucoup de journaux à l'unité. Mais c'est cette présence-là des médias, presse, elle est tout le temps, elle est autour de nous. Et le renouveau des marques médias, de presse sur le digital, au sens large, les réseaux sociaux notamment, etc., évidemment, a fait que, je sais pas, je vais faire exprès de ne pas vous citer, et je vais parler du Monde. En fait, les prises de parole du Monde sur les réseaux sociaux, elles sont hyper dans leur ADN, et elles sont complètement dans les codes, et ça cartonne auprès des jeunes, notamment sur Snapchat, où ils ont été parmi les pionniers. Donc voilà, il y a cette grande qualité, ça a une grande valeur encore, même si parfois dans les études ils disent un peu le contraire, parce qu'on est un peu revêche peut-être en France, mais ça a encore de la valeur, faut y croire encore, en tout cas nous on y croit, et surtout ça a un rôle dans notre société. Alors là ça va être les grands mots, c'est pour ça que c'est moins marrant que les châteaux hantés, chez Leroy Merlin et le Tour de France, mais ça a un rôle pour la démocratie, quoi. Ça fait un peu grand mot comme ça, mais nous on y croit beaucoup, quoi. C'est notre socle, c'est un socle d'information. D'ailleurs, c'est pas seulement de l'information au sens news, mais aussi divertissement, la culture, qui nous permet d'avoir un avis sur le monde, de regarder autour de soi. Et nous, c'est pour ça que chez Values, donc nous, on est une agence média. Je ne sais pas si tout le monde est très familier avec ce terme-là, mais c'est les agences qui s'occupent d'acheter pour le compte des marques et les espaces publicitaires. Et donc moi je m'occupe de toute la partie partenariat média. Et donc nous on est devenu carrément société à mission. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce truc-là. Danone par exemple est une société à mission. Et on s'est donné une mission que je vais me permettre de vous lire pour vous montrer notre engagement et pour vous dire dans ce sujet de brand content, de partenariat média, que ça doit encore avoir de la valeur. Vous êtes peut-être assisté, j'ai vu un peu les titres des conférences. On parle beaucoup du GC, d'influence, de tout ça. Bon voilà, est-ce qu'on peut encore parler un peu de médias? Et donc du coup nous on s'est donné une mission. Elle fait 3 lignes, c'est agence média indépendante. Nous guidons les annonceurs dans leur choix plurimédia, data et adtech, ça c'est vraiment notre métier au quotidien. Et les accompagnons, c'est ça le plus important, pour soutenir un écosystème pluraliste de médias et de solutions éthiques qui œuvrent à préserver les valeurs démocratiques et l'éducation citoyenne. Donc nous, ça c'est maintenant dans nos statuts, cette mission. Et donc on va se donner les moyens d'accompagner les clients, les marques là-dedans pour cet objectif-là. Parce que nous, on y croit beaucoup et on pense qu'il y a beaucoup de signes extérieurs qui nous montrent que voilà, il faut chercher à préserver ce modèle-là. Donc voilà, cette base de journalistes fait que moi je me sens très à l'aise chez Values, une boîte qui est très engagée depuis très longtemps, et pas seulement en RSE, comme on dit, et pas seulement de prendre soin de la qualité de vie au travail des gens ou de faire son bilan carbone, mais voilà, on peut aussi parfois aller plus loin et aller dans cet engagement-là, et on croit que voilà, il y a pas mal de marques qui peuvent s'y reconnaître et qui peuvent ouvrir des enjeux qui sont importants. Alors, petite question aussi, tu nous as parlé justement de tout ce que tu faisais, tes missions, le brand content. Est-ce que tu peux, toi, nous donner un peu ta vision? Tu as vu plein d'opérations de brand content, d'opérations spéciales, des trucs réussis, des trucs un peu plus améliorés, sans dire des échecs, mais est-ce que tu as des conseils à nous donner? Est-ce que tu as des tips pour ceux qui veulent faire du brand content, au-delà des super cas Velux qu'on a eu, qui est, je pense, best case ever? C'est clair. Alors Benjamin là, on a un peu parlé, nous on a une sorte de... Alors comme je disais, c'est un peu un fourre-tout, hein, donc on parle d'OPS souvent, donc c'est opération spéciale. Moi j'aime pas trop ce terme parce qu'il y a un côté très one-shot. Bon, on parle de brand content au sens large, ça évoque aussi le contenu en marque blanche dont tu parlais et que vous faites assez peu manifestement, en tout cas c'est pas là-dessus que vous pariez. La marque qui parle pour elle-même. Bon, en termes de crédibilité, de nos jours, tout le monde voit bien, donc en fait on a souvent besoin de s'allier à quelqu'un. Et puis nous on aime bien le terme de partenariat média. Moi dans mon titre, il y a le titre contenu, il y a le mot contenu que je trouve plutôt adéquat. Nous on a une méthode alors qui est pas du tout révolutionnaire, mais on essaye de réfléchir toutes les OP en ayant un peu 6 piliers en tête, en leur donnant un peu une jauge de réussite pour chacun. Tu en as déjà parlé, tu en as cité certains. D'abord, raconter des histoires. On a d'abord envie de ça, en fait. Et là, c'est ce qui marche très bien. Là. Si on met au diagnostic de cette méthode juste ce qu'on vient de voir, qui est un petit bout seulement d'une OP, évidemment, ça marche bien parce qu'on va raconter des histoires qui vont nous évoquer des sentiments. Et on n'est pas obligé juste de faire rire. On peut être touché. Il y a plein de types de sentiments. Et donc, il faut raconter des histoires. C'est ça qu'on aime, en fait. C'est ça qu'on va chercher. Regardons chacun notre propre consommation média et les vidéos sur lesquelles on s'arrête ou les textes qui nous intéressent, c'est souvent des choses qui sont vécues ou incarnées. La deuxième chose, c'est
planter son drapeau. Alors, planter son drapeau, ça fait souvent, les gens dans mon équipe, ils en ont un peu marre parce que j'ai un visuel où c'est le drapeau américain sur la Lune. Mais voilà, réfléchissez à quelle est votre Lune, quel est votre objectif, quelle est votre intention et où est-ce que vous pouvez aller mettre votre drapeau pour essayer de préempter ce territoire. Essayer de le garder. Moi, je trouve que le territoire autour des communautés, etc., c'est quelque chose de hyper... Pardon, je me permets d'utiliser ton cas, mais je trouve que c'est intéressant. Ben voilà, planter son drapeau. Il y a un autre truc, c'est tirer des fils. C'est pour ça que j'aime pas OPS, parce que je trouve que c'est trop coup d'épée dans l'eau. Vous voyez, le coup d'épée dans l'eau, ça fait une grosse vague et puis ça redescend tout de suite. Ben voilà, comment on arrive à raconter des choses dans la durée, comment on arrive à persister. Et souvent, c'est ça l'avantage aussi de bosser avec des médias, c'est que les médias, alors ils savent faire du one-shot, hein, bien entendu, mais souvent, on est aussi amené à répéter, à être dans le temps. D'où la notion d'épisode, etc., qui marche évidemment hyper bien. Mobiliser les communautés, bon ça je ne vais pas vous faire un dessin, vous avez compris de quoi il s'agit. Commencez par les vôtres déjà, réfléchissez à vos communautés avant d'essayer d'aller piquer celles des autres, enfin je trouve que c'est important. Il y a un objectif ultime qui est souvent difficile, c'est de devenir son propre média. Il me semble avoir vu qu'il y avait une conférence là-dessus dans le cadre de l'événement. On a l'exemple de Red Bull, hein, par exemple, ça c'est vraiment le Graal, ou, enfin je ne sais pas si c'est le Graal, mais en tout cas c'est un très très bel exemple, où effectivement maintenant ils parlent eux en marque blanche, là il n'y a plus de médias, ils sont devenus leurs propres médias. Bon, c'est pas toujours évident à faire. Et puis, quoi qu'il arrive, c'est assumer son identité, sa raison d'être. Voilà, jamais lâcher. Et nous, on accompagne vraiment nos clients là-dedans. C'est exprimer ses engagements, qui on est vraiment. Essayez pas d'être quelqu'un d'autre, une autre marque. Voilà, réfléchissez d'abord, et nous, on est là pour accompagner les marques à voilà, qui vous êtes, qui est cette marque, cette personnalité marque. Et ça, c'est super important. Et ensuite, c'est souvent comme ça qu'on trouve les bonnes histoires à raconter. Voilà, ça, c'est notre petite, en tout cas notre petite touch. Si j'avais des conseils, je vais lire un deuxième truc, mais qui est un peu plus fun que la raison d'être. C'est les paroles de la chanson d'Orelsan, Odeur de l'essence. Je ne sais pas si vous l'avez en tête. Alors, je ne vais pas le faire aussi bien que lui, même si je pense que si on avait répété, peut-être qu'on aurait pu le faire ensemble. Non, je ne vais pas chanter. Non, je ne vais pas chanter. Non, mais surtout qu'il chante. Alors d'abord, je chante très bien, figure-toi, mais en plus, il chante. Orelsan, c'est pas non plus. Ouais. Il dit un truc. Il dit plus personne écoute, tout le monde s'exprime, personne change d'avis que des débats stériles, tout le monde s'excite parce que tout le monde s'excite, que des opinions tranchées, rien n'est jamais précis, plus le temps de réfléchir, tyrannie des chiffres, gamin de 12 ans dont les médias citent les tweets, l'intelligence fait moins vendre que la polémique. Donc si je voulais vous dire un truc, c'est soyez d'abord sincères. Soyez, incarnez vos engagements. Essayez pas d'être au même niveau ou de faire pareil. Et j'aurais plein de choses pas terribles à dire sur cette tendance qui justement fait que le gamin de 12 ans dont les médias citent les tweets, c'est le moindre influenceur est égal au moindre média. Aujourd'hui, c'est, selon moi, très problématique. Et donc, par nos choix, par les choix des marques, d'aller justement avec des médias, on lutte un peu contre ça. Parce que dans un média, il y a des journalistes qui ont une carte de presse, qui ont un certain nombre d'engagements. Ils ne sont pas parfaits. Moi, je ne l'étais pas quand j'étais journaliste, mais en tout cas, avec une certaine déontologie, avec un éditeur qui est responsable. Voilà, un éditeur qui est responsable devant la loi, ce qui n'est pas le cas de Meta, etc., même s'ils finissent par se faire un peu taper dessus, mais pas tout à fait pour ces raisons-là. Donc, soyez sincères. Essayez pas d'avoir un ton qui n'est pas le vôtre, qui n'est pas celui de votre marque. Trouvez le vôtre et puis ensuite tenez-vous-y. Peut-être deuxième conseil, faire confiance, ça a été dit déjà. Faire confiance aux médias avec lesquels on s'associe. C'est pour ça que je posais cette question tout à l'heure dans la manière dont ça s'était construit entre vous. En fait, si c'est pour faire... Alors c'est un peu un conseil vain, parce qu'au quotidien, nous on gère une 60aine d'annonceurs. Voilà, on a beau leur dire ça, ils veulent quand même tout dicter, et c'est pas évident. Mettre leur logo partout. Et mettre leur logo partout, et voilà. Et dire, est-ce qu'on peut le mettre un peu plus à droite, enfin, alors que tu peux regarder le contenu d'abord, enfin, voilà. En tout cas, vraiment, ayez confiance. Je dis souvent à nos clients, ce n'est pas du tout l'intérêt de la marque média de diffuser un contenu pourri, en fait. Ils n'ont aucun intérêt à le faire. Donc, vous inquiétez pas. C'est bien le service juridique de ta marque, mais t'inquiète pas, ce truc-là, si ça passe côté média, c'est OK juridiquement. Et de toute façon, c'est même pas ta responsabilité. Parce que l'émetteur, c'est le média. C'est pas la marque. Et ça, c'est super important. Donc, faire confiance. Et puis, peut-être quelques succès. Je trouve
Nous, on a quelques succès marrants. Là, on est en train de monter une OP sur le sport féminin avec le journal L'Équipe. Voilà, le sport féminin, t'en parlais à propos du Tour de France féminin, mais il est encore très invisibilisé, même si ça va mieux. Donc ça, c'est une belle OP là, que vous verrez dans quelques temps. On a fait aussi une super OP il y a quelques années. On a monté un documentaire sur les aidants, un documentaire de 52 minutes. La marque, elle apparaît avec en partenariat avec, ou avec le soutien d'eux, du groupe Vive, qui était un groupe mutualiste. C'est tout. Et le reste, c'est quasiment carte blanche. Et on a un 52 minutes qui a été diffusé en télé parce que les chaînes l'ont adoré et qu'ils ont bien voulu le diffuser en télé. Et là, on ne parle pas de médias payants dont tu parlais, justement. Parce qu'il y a eu d'abord du média payant, et puis après, ils ont dit, on peut le rediffuser, en fait, il est trop bien ton documentaire. Bah là, c'est tout bénef, en fait. Et puis, un dernier truc, c'est lors des appels d'offres, quand on répond beaucoup à des appels d'offres de marques, avec grande joie, et que quand il y a une marque, on voit qu'il y a plein de choses à raconter, et qui, en même temps... ne fait pas de contenu et qui se limite avec un spot de 30 secondes en télé et quelques visuels d'affichage ou de presse, et qu'on se dit qu'il y a quand même des trucs à raconter et qu'on vient nous voir en disant bon allez, soyez créatifs là, trouvez-nous quelque chose, le fameux il nous faut quelque chose d'un peu waouh. Finalement Never seen before. Ouais, voilà. Mais nous ça nous excite encore de faire ça. C'est bon pour toi sur ces petits conseils ? Ouais. Super. Et dernier point, et après on vous laisse, on vous libère, mais je disais tout à l'heure qu'il faut pêcher là où sont ces poissons, et on sait qu'ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, évidemment, on a une grosse communauté qui est équivalente à plusieurs influenceurs réunis, mais tous ces réseaux sociaux, en fait, ce sont des réceptacles à contenu aujourd'hui. Le contenu, il est créé par les marques médias, par des influenceurs. Donc, ce qu'on appelle les UGC, on en parlait tout à l'heure, les User Generated Content, qui sont les créateurs de contenu, je le disais, les marques. Donc, si on part du postulat que la confiance, c'est la nouvelle monnaie d'échange dans ce monde, on peut le dire, je pense, hein, on va aller jusqu'au bout, et des gens qui sont sursollicités, comment est-ce qu'on crée de la valeur en brand content et pas juste du volume ? Parce que le volume, c'est important, les marques viennent le chercher, mais comment on crée cette valeur ? Je le disais un peu sur ce que je racontais sur les bons exemples, en fait. Déjà, il faut savoir un truc, c'est que les KPI, ça s'achète. Je pense que vous en avez tous conscience. Vous rajoutez de l'argent, vous avez plus de vues. C'est aussi simple que ça. Hein. Donc, parce que votre contenu il est plus diffusé, donc on le verra plus par définition. Voilà, si tu veux des vues, rajoute du. Parfois on me dit ouais, ils sont pas terribles les KPI, mais t'as pas assez d'argent en fait. Hein, donc voilà. Donc c'est pas ça en fait. La valeur elle est pas là. La valeur elle est de comment. Tu parlais de l'engagement. Nous on a fait dernièrement une vidéo avec Combini, avec Panayotis Pasco sur la santé. Tu détestes ? Ouais. Ouais. Bon, en tout cas, nous, ça s'est très bien passé. Et on a fait x4 en performance organique. Parce qu'en fait, il racontait des histoires de santé. Vécues, réelles, qui est avec une vraie complicité, parce qu'il était aussi avec une jeune femme qui s'appelle Alice Moitié. Et c'était une discussion. Le tournage, c'est simple. On a posé la caméra. Ils ont fait 40 minutes. Fin. Il n'y a pas eu de reprise, on n'a rien refait. C'était une discussion, on a assisté à leur discussion, comme dans une salle d'attente de médecins, pour passer juste un message justement sur la santé pour les jeunes, de prendre soin de soi, etc. Et en fait, on leur a juste raconté ça, et ça s'est passé comme ça. Voilà, je pense que cette valeur-là, et en l'occurrence, ça cartonne derrière, parce qu'évidemment, on a raconté quelque chose, on a raconté une histoire, on a tiré un fil sur leur vie entre eux, puisqu'ils se connaissaient avant. Donc voilà, ça marche bien. Nous, on a fait une émission santé aussi, on a pas mal de mutuelles santé dans notre portefeuille, et on a fait une émission qui s'appelait La Santé d'abord pendant 2 ans sur les chaînes de télé locales. Vous savez, c'est ces petites chaînes, TV8, Mont-Blanc, tous ces trucs-là qui, mis bout à bout, font quand même de l'audience. Et puis c'était diffusé sur les sites de la PQR. Et là, en gros, on faisait quasiment 1 million de vues par semaine sur chaque émission. Donc c'est quasiment un programme de TNT. Enfin voilà, ça concurrence bien. Là, c'est pareil, en fait. Sur un plateau télé, on racontait, il y a des experts, on allait en région, voir les problématiques des uns et des autres. Voilà, on crée de la valeur comme ça. Donc, ouais, moi, les UGC, bof. Je voulais juste, parce que j'ai fait une drôle de tête en parlant de Panayotis, non pas parce que j'aime pas la personne, effectivement, c'est pas mon... Bref, mais en fait, l'important est dans le choix. En fait, ce que je voulais juste te dire, c'est que quand tu crées, effectivement, ce genre de contenu avec un acteur ou bref, quelqu'un qui représente ou qui doit incarner ta marque le temps d'un instant, il faut quand même faire attention dans la sélection de la personne. Parce qu'en fait, en prenant...
de façon très transparente, Panayotis, à la base, on avait fait une transformation chez lui, dans la maison qu'il a avec ses parents, avec Vice. Sauf qu'à la base, il crachait sur ma marque. Ce qui est OK, parce qu'à l'époque, il y a à peu près 90% des influenceurs qui ne voulaient pas travailler avec nous parce qu'on était Velux, qu'on était perçu comme une vieille marque. Et c'est un peu encore le cas. Et c'est OK. En revanche, à partir du moment où tu acceptes le chèque, là, tu dois jouer un chouille le jeu. Et quand tu joues un chouille le jeu, il faut que, effectivement, tout en respectant son ADN et le nôtre, que le truc ne devienne pas un enfer. Et pour que l'authenticité reste la même, reste surtout très forte, je vous conseille de bien choisir et le média et l'incarnant. Hein, parce que parfois, c'est compliqué. C'est souvent compliqué. Les marques médias, au moins, il n'y a pas de problème de mon chien est mort la veille et voilà. Bon, bref. Aparté au passage, mais on a souvent ce problème-là effectivement avec les influenceurs et nous, on ne met pas en opposition les marques médias et les influenceurs. On met beaucoup d'incarnants dans toutes les opérations spéciales qu'on fait. En revanche, effectivement, pour avoir, moi, je connais bien le sujet. Je viens de chez Webedia, donc je connais bien le sujet de l'influence. C'est pas facile de bosser avec des talents qui sont leurs propres médias et effectivement quand ils sont incarnants d'une marque de montre ou du jour au lendemain on ne sait pas pourquoi ils vont se mettre à poster sur une autre marque de montre et sur un autre sujet et donc ils sont très volatiles et plus difficiles à gérer. Mais peu importe, c'est un sujet qui est hyper intéressant. Merci en tout cas à tous. Est-ce que vous avez des questions? Je crois qu'il nous reste quelques minutes. Ou est-ce que vous les avez posées au fur et à mesure? Non, on les a. Benjamin, il veut des questions. Hein. J'aurais beaucoup de trucs à vous dire là-dessus, donc on va pas. Mais merci pour la question, mais ça va un peu dans la continuité de ce qu'on vient de se dire. Oui, la marque média, elle est caution. Enfin, de toute façon, on sait qu'il y a des journalistes derrière, et c'est pour ça de plus en plus que les marques reviennent. On parlait de Velux, qui est peut-être une marque vieillissante. Quand on parle de Femmes Actuelles ou Télé Loisirs, je peux vous dire que de temps en temps, on entend attends, c'était chez ma grand-mère. Attends, mais il y a encore des gens qui regardent la télé. Enfin, évidemment qu'on l'entend ça. En revanche, quand on se parle de 20 millions de personnes qui sont touchées, ou de 14 millions de personnes qui sont touchées en digital, ce serait limite même insultant de dire à ces gens-là tu fais partie d'une communauté qui n'est pas écoutée. Donc ces communautés sont très fortes, elles sont puissantes et elles sont elles-mêmes, elles représentent plusieurs millions de followers sur les réseaux sociaux, elles sont elles-mêmes des influenceurs puissants et elles ont en plus ce respect du contenu et ce respect de la marque qu'elle va incarner. Donc évidemment que c'est plus caution, c'est plus fort, c'est plus pertinent. Après, il y a des effets de mode. On peut pas, si vous voulez toucher demain la cible 14-18, si vous le faites demain avec un Femme Actuelle ou un Télé Loisirs, vous n'allez pas les toucher, ça va pas leur parler. Donc oui, c'est normal qu'on aille chercher une Oxtag ou qu'on aille chercher d'autres talents qui correspondent à cette génération. Donc c'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un avec l'autre. L'avantage d'une marque média, c'est que même si vous ne lisez pas Géo, tout le monde connaît la marque Géo. Donc, c'est une marque qui est rassurante. Pareil sur Femmes Actuelles, Capital, etc. Donc, ça, c'est vraiment des choses qui sont... moi, si je vous parle demain d'un influenceur de Hervé Cuisine, et on veut toucher la communauté cuisine, on va peut-être être 20% de la population ici à le connaître. Ça va peut-être pas parler à tout le monde. Si je vous dis demain, Cuisine AZ, Cuisine Actuelle porte un message, même si vous ne lisez pas ces médias-là, ça vous rassure. Donc, c'est important aussi de remettre ça au regard aussi de la population qu'on veut toucher. Et puis il y a une ligne éditoriale, quoi. C'est-à-dire la garantie d'avoir une ligne éditoriale. Effectivement, les influenceurs, les créateurs de contenu, cette ligne, elle bouge. Hein. Et c'est OK, enfin, c'est leur modèle économique aussi. Donc, effectivement, un coup, c'est nickel, et puis d'un coup, ça dérive. Enfin, parfois, on a des mauvaises surprises. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé tel compte, et puis on se dit, tiens, on pense à un tel, il était super, on regarde, oh là, c'est complètement, il a viré complotiste, enfin, c'est une catastrophe. Donc, voilà, au moins, quand il y a un média, on sait où il est. Alors, même si parfois, certains médias changent aussi de ligne éditoriale, hein, ça arrive, mais généralement, on en parle carrément partout quand ça se passe.
je citerai pas de titre, mais quand d'un coup il y a des journaux qui étaient comme ça et qui passent complètement autrement, tout le monde en parle en fait. Alors que effectivement, si Inox Tag, bon peut-être que lui on en parlerait, mais certains influenceurs. Oui, parce qu'il a monté l'Everest. Ouais. Mais, Oui, il y a des étapes aussi. Ouais, Moi, je me suis retrouvée avec faire une OP. Je vais ni citer l'influenceur ni la marque, mais une OP en live sur Twitch. Donc on est en live, c'est-à-dire qu'en live on peut rien faire et on briefe l'influenceur avant sur le produit et il arrive pendant le live. Déjà il galère à ouvrir le produit, c'est un déo, il galère à l'ouvrir. Putain, ça marche pas, c'est quoi cette merde? Et là on est en live. Et donc, il met un coup de pchit en disant mais ça pue, c'est horrible. Et là, on est là, mais comment je gère? On est avec le client à côté, on est en live, on peut rien faire. Mais en fait, ils n'ont même plus il y en a pour certains, hein, parce que c'est pas du tout le cas de tout le monde, mais certains n'ont même pas la notion en fait du respect de la marque média qu'ils peuvent incarner. Donc évidemment et heureusement, ça n'est pas le cas de tous les influenceurs. Il y en a qui sont très pros et c'est un vrai bonheur de bosser avec eux, mais certains sont un peu, ça part dans tous les sens. Et là, on n'est plus dans la maîtrise. Et là, la marque média, pour le coup, elle... Exactement, la marque média est un repère. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du pouvoir des médias. Est-ce que justement ce pouvoir des médias en France, elle est due par la force de Prisma Presse Prisma Média. Prisma Média, pardon. par sa force de marque et de puissance, ou c'est lié plutôt à la pertinence des contenus, c'est-à-dire que une petite marque et faire la présence de contenus est aussi puissant que le groupe Prisma Média. Ça commence forcément par la pertinence des contenus. Toutes ces marques médias, elles sont pas nées comme ça de rien. Enfin, elles ont aussi leur histoire. Mais il y a des, enfin, je sais pas, on peut prendre exprès des titres plus petits. Rappelez-vous au début quand Society est arrivé, par exemple. Society, ils ont fait mouche tout de suite. C'est-à-dire qu'ils avaient une ligne éditoriale, ils se sont fait repérer, et donc ils sont montés en puissance, ils ont été vus, alors pas par toutes les communautés, hein, mais en fait tous ces titres, alors il y a beaucoup de titres de presse, évidemment chez Prisma, mais ils ont tous une histoire, t'en citais de nombreux, mais il y en a des nouveaux qui se créent aussi régulièrement. En fait, la puissance, elle est liée d'abord, selon moi, à la qualité de ce qui est produit. En fait, on ne s'y trompe pas, nous tous. Enfin, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on consomme, qu'est-ce qu'on aime en fait. Et même si on est peu, les médias, ils existent aussi avec des tirages quand c'est du papier, ou avec aussi c'est des, je sais pas, même des pure players, avec des petites communautés, mais qui sont hyper affinitaires, hyper mobilisés, qui adorent leurs médias, et ça, ils s'en créent régulièrement. Donc, moi, je suis vraiment persuadé que la force des médias, elle est d'abord dans le contenu, dans ce qu'ils produisent, dans la qualité de leur ligne éditoriale, dans la compréhension qu'ils ont de leur audience, justement, et pas seulement les algorithmes, quoi. Ça arrive, hein, il faut comprendre les algorithmes aujourd'hui pour pouvoir aller sur les réseaux, etc. Néanmoins, ils changent aussi tout le temps, ces algorithmes, donc on a quand même intérêt à miser d'abord sur le contenu, quoi. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais... Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai envie de vous souhaiter un très bon apéro. Merci beaucoup.